Je vous remercie. On va passer, non pas au dernier intervenant, mais au dernier atelier sur l'hospitalisation à domicile avec les services d'hospitalisation à domicile, puisqu'ils sont plusieurs dans le cadre d'un réseau. Et j'invite le docteur Petit et ses collègues à nous rejoindre. Je vais lui laisser aussi le soin de présenter le dispositif, les dispositifs et ses collègues pour une meilleure lecture. Bien mieux je ne ferai. Bonjour, merci encore. Donc, je vais peut-être vous présenter déjà Alsace HAD. Donc, le territoire alsacien est couvert par des HAD qui sont tout autonomes juridiquement. Donc, Laurent Petit qui représente l'HAD de Mulhouse, Madame d'Antonio qui représente l'HAD de Strasbourg, Madame Hénin qui représente l'HAD de la Bruche. Haguenau n'a pas pu être présent aujourd'hui avec nous, mais sera représenté par Madame Wechner, et moi-même, Marie-Hélène Rave de l'HAD de Colmar. Donc l'ARH, à l'époque, déjà souhaitait en 2007 que les HAD, même si elles sont autonomes, soient fédérées dans le cadre de l'association Alsace HAD. Voilà, c'est un petit peu compliqué, c'était surtout pour vous faire comprendre pourquoi on avait un deuxième logo. Donc chacun a son logo et il y a ce logo commun d'Alsace HAD. C'est le petit logo rouge, Alsace HAD. Et vous pouvez effectivement en savoir un petit peu plus. On a un site commun qui est opérationnel depuis très peu, donc vous pouvez tout à fait aller sur ce site. Donc, dans un premier temps, on va peut-être vous expliquer le processus, le parcours de soins, le parcours type d'un patient en HAD, qu'on explicitera dans un deuxième temps par un cas pratique. Voilà, donc avant, ça tombe bien. Donc, on va essayer de vous l'expliciter. Donc, dans un premier temps, il y a forcément un élément déclencheur qui fait appel à une hospitalisation, soit une hospitalisation traditionnelle ou une hospitalisation à domicile. Évidemment, un élément déclencheur, il y a forcément un acte, une action, un soin qui nécessiterait une hospitalisation. Donc, bien entendu, dans un premier temps, il faut une prescription médicale avec des motifs bien particuliers qui nécessitent une lourdeur qui nécessiterait une hospitalisation à domicile. Donc évidemment, cette prescription, elle est faite soit par un médecin traitant, soit par le médecin hospitalier ou tout autre médecin coordonnateur ou médecin qui sont dans les structures. Un petit point sur domicile. Quand on dit domicile, on entend évidemment le domicile des uns et des autres, mais le domicile va bien au-delà du mot domicile. Donc un patient âgé qui est dans un EHPAD, c'est son domicile. Le patient qui est dans un EHPAD, c'est son domicile. Le gamin qui est dans son MAS, dans son FAM, dans tous les différents sigles que vous avez, bien entendu, c'est un domicile. Et avant tout, c'est quand même pour le confort du patient, parce que ça a été plébiscité par la FNEAD. Là, le gros retour qu'on a, c'est que les patients qui profitent de cette modalité d'intervention sont plus que satisfaits, puisqu'ils sont chez eux, ils ont le confort chez eux, ils connaissent leurs aidants, ils connaissent leurs éducateurs, et en plus, ils ont donc ces soins techniques en plus qui se rajoutent pour assurer la qualité. Pour aller plus loin dans l'explication, je vais passer le micro à Dr Petit, qui pourra vous expliciter mieux ce parcours au niveau technique et médical. Bonjour à tous. Donc on poursuit un petit peu le parcours en sachant que le parcours qu'on décrit, il est opposable à toutes les situations, que ce soit à domicile, en équipe, en tout cas en établissement médico-social ou en EHPAD. Donc vous voyez qu'avant la prise en charge, lorsqu'on a défini une demande d'hospitalisation à domicile, on va effectuer à partir de cette demande de prise en charge qui peut être aussi faite par l'outil Trajectoire, qui est un outil informatisé qui présente des dossiers spécifiques avec un dossier social, un dossier médical, qui permet en tout cas d'activer et de rendre plus rapide la demande et qui est un champ d'action sur tout le sanitaire, sur les EHPAD. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit encore mis en place pour les établissements médico-sociaux, mais je me trompe peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui va être développé aussi auprès des familles. Il y a déjà les aidants, en tout cas des familles qui peuvent faire des demandes, en particulier pour les hébergements en EHPAD, mais ça, on sort de la sphère. Donc là, une évaluation du recueil, enfin évaluation recueil des données, c'est une évaluation qui est faite au chevet du patient, donc que ce soit dans un centre hospitalier, dans un EHPAD ou en établissement médico-social.
Là, il y a une équipe qui se déplace, principalement le médecin coordonnateur ou une infirmière de coordination ou un professionnel qui a les compétences et qui va permettre d'édifier ou en tout cas de structurer la validité de la demande, puisque nous sommes opposables à des modes de prise en charge spécifiques. Ces modes de prise en charge les plus fréquents, vous les voyez qui sont cités ici, principalement donc les soins palliatifs, le pansement complexe, l'assistance respiratoire. Il y en a au total 25. Là, on vous a mis les principaux, en sachant aussi que pour avoir un peu d'expérience, on vous dira un petit peu plus tard quelle est notre sphère, en tout cas de compétences et en tout cas d'activité, depuis qu'on peut travailler en établissement médico-social. On a quand même des modes de prise en charge qui sont assez récurrents en établissement médico-social. Principalement le pansement complexe, éventuellement les soins palliatifs, ça peut être présent, l'assistance respiratoire ou le traitement veineux. Suivant. Donc là, une fois qu'on a fait ce recueil de données, on établit la faisabilité de la prise en charge et on est dans l'action. Donc pendant le séjour en HAD, c'est-à-dire on effectue les soins au chevet du patient, nous avons donc une admission qui se construit par le passage d'une infirmière compétente avec tout le matériel nécessaire à la prise en charge et qui aussi valide si on a bien fait notre travail en termes de soins et sur la compatibilité des éléments qui sont donnés, que ce soit des éléments sociaux, médicaux, les intervenants, les partenaires associés, les prestataires. Donc vous voyez qu'auprès, pas trop vite, auprès donc des intervenants, vous avez ici à peu près tous les intervenants. Bon là malheureusement ça se chevauche, mais vous voyez les infirmiers, kinés, la gestion des risques infectieux, le centre 15, les orthophonistes, laboratoires, pharmacie. Enfin ça occupe un champ d'interactivité et de coordination. Monsieur Jacob, je pense que là-dessus il pourra aussi dire que l'HAD est quand même un pilier de la coordination en termes de qui fait quoi, avec qui, comment et par quels moyens. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez difficile à mettre en place, mais bon, on y arrive et je pense qu'on n'y arrive pas trop mal. Vous voyez aussi au-dessus, pour les partenaires acteurs, là c'est dans le cadre à la fois de la demande de prise en charge avec une évaluation préalable, c'est auprès de qui nous prenons les informations, et bien on prend les informations auprès de tout le monde. On a besoin d'une exhaustivité des informations pour être le plus pertinent et surtout ne pas faire d'erreur. Donc vous voyez, il y a aussi bien les familles, les médecins traitants, les équipes éducatives, les mutuelles, les caisses, etc. Parce qu'il y a aussi un champ social qui est indispensable dans notre prise en charge et qui rend aussi une validité dans nos compétences. Ensuite, à partir du moment où l'admission est faite, vous avez aussi, cette admission, elle est corrélée à ce qu'on appelle un projet thérapeutique. Ce projet thérapeutique, il fait le lien entre les soins qui vont être mis en place et nos modes de prise en charge. Donc ces modes de prise en charge, ils vont s'effectuer par la réalisation des soins dans le cadre d'un plan de soins personnalisé. Il faut savoir que chaque prise en charge est autonome et identifiée au patient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de globalisation des soins en HAD. C'est quelque chose qui est vraiment en rapport avec le patient et qui est non reproductible. Pourquoi ? Parce que le domicile, ce n'est pas l'hôpital. Le domicile, il correspond au patient, il nécessite des intervenants qui sont tous différents, qui ont une façon de travailler différente, et donc on est obligé de s'adapter par rapport à ça. Donc le plan de soins personnalisé, ça peut être par exemple une réflexion de pansement complexe. En HAD, un pansement complexe, c'est un pansement qui dure au moins 30 minutes. Ce travail, il est fait donc au quotidien, à la fois avec du personnel de l'hospitalisation à domicile en interne, mais aussi avec des intervenants extérieurs, les professionnels libéraux, infirmières, kinés, les médecins traitants, qui est le pilier de la prise en charge, et avec qui nous collaborons. Et ce travail, conjointement, il nécessite, dans le cadre d'un établissement de santé, de mettre en place un service de soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec ce qu'on appelle la continuation des soins. C'est-à-dire qu'on se doit, en tout cas, de pouvoir répondre à toute heure sur une problématique. Alors, il est clair que la problématique 24-24, c'est principalement la problématique clinique ou le soin. Mais en journée, on doit répondre aussi aux problèmes sociaux, aux problèmes d'hébergement. On a des situations où on peut avoir des complications sociales en termes de maltraitance, en termes de difficultés d'hébergement. En plus de cette coordination, vous avez aussi ce qu'on appelle la réévaluation hebdomadaire.
Il y a des situations où vous avez des prises en charge qui sont effectuées, qui sont à distance des villes et qui sont effectuées par des professionnels libéraux toute la semaine. Donc nous n'avons pas un regard possible quotidien, en tout cas par nos professionnels. Et pour avoir ce regard et pouvoir aussi réévaluer la situation, approvisionner en matériel et surtout être aidant, parce que le but, ce n'est pas de dire qu'on fait de l'hospitalisation à domicile, le but, c'est de venir aider les praticiens dans des situations complexes. Il faut savoir que les patients en hospitalisation à domicile, c'est des patients qui, normalement, devraient être à l'hôpital. Donc, pour des professionnels de santé comme le médecin traitant et l'infirmière, quelquefois, c'est un petit peu une épine dans le pied qu'on leur donne. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas nécessairement formés sur les modes opératoires de certaines pathologies, ou en tout cas de certains traitements. Et donc, il faut les aider. Et à ce niveau-là, nous effectuons une réévaluation hebdomadaire, donc une fois par semaine. Une infirmière vient au domicile et fait une réévaluation complète de la situation. Et puis, on reprend en équipe et on reprend aussi avec les intervenants locaux pour aussi ajuster les soins, ajuster les traitements, ajuster le matériel. Ensuite, donc, l'hospitalisation à domicile, c'est donc un séjour. Ce séjour, il finit par se terminer, bien évidemment, pour la majorité des patients. Donc, ça peut être une sortie, une fin de prise en charge, ça peut être une réhospitalisation par aggravation, ça peut être une hospitalisation pour soins, ça peut être, malgré nous, mais bien souvent, le décès. Donc, il faut savoir aussi que nous avons aussi une compétence dans l'accompagnement de fin de vie. Et cette sortie, il faut bien évidemment l'organiser, et nous avons aussi un devoir de coordination de la sortie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'interrompre un séjour sous prétexte que le motif de prise en charge n'est plus d'actualité, sans se soucier de ce qui va se passer après. Donc on a une nécessité de prescription médicale pour faire le suivi et le lien. On a une nécessité aussi d'informer les intervenants, d'informer la famille, d'informer bien évidemment le patient, et puis aussi de gérer les déchets à risque, hein, c'est-à-dire les dasseries, et donc de se soucier de toute cette coordination de sortie qui permettra aussi d'éviter les écueils et éventuellement, dans des situations assez difficiles, d'éviter une réhospitalisation par incompréhension ou une insuffisance. Alors l'après. Donc l'après, c'est donc la continuité des soins par les professionnels engagés. Donc généralement, on fait en sorte de déterminer un lien, c'est-à-dire que les professionnels qui sont en action vont être les professionnels qui vont poursuivre la prise en charge. On effectue aussi une évaluation de la satisfaction des patients et de l'entourage. Ça, c'est aussi indispensable dans le cadre des établissements de santé. Pourquoi ? Déjà parce que pour savoir si on travaille bien, pour aussi apporter auprès de nos tutelles le travail qui est rendu et puis optimiser nos prises en charge. Je crois que c'est tout. Voilà, tout ça. Donc, je pense qu'on vous a fait un graphique assez compliqué. L'idée, c'était un petit peu volontaire. C'était pour vous montrer que l'HAD, c'est très, très compliqué. Que pour les gens, c'est aussi très difficile de savoir quand est-ce qu'on peut élire un patient en HAD ou pas. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'en fait, au final, c'est facile de faire de l'HAD, ou en tout cas d'en demander une. Il suffit de se poser la question, se dire ce patient, il est lourd, on va appeler l'HAD, vous appelez, et c'est à nous de faire le travail de savoir s'il est éligible ou pas. Donc voilà, c'est très compliqué, c'est une infrastructure très lourde, en interne, mais pour vous, vous ne verrez jamais ça. L'important, c'est d'en être informé, mais vous ne serez pas du tout impliqué là-dedans. Voilà, merci à vous. Alors, à charge pour moi d'essayer de vous démontrer par un cas concret que l'HAD n'est peut-être pas si compliqué que ça et qu'effectivement, même si en coulisses, on fait parfois de l'équilibrisme ou des acrobaties telles qu'on a pu le voir tout à l'heure sur un autre PowerPoint sur l'Empire State Building, au passage, le patient et son entourage peuvent quand même profiter de notre intervention et du partenariat qui peut être mis en place. Laurent évoquait très rapidement tout à l'heure l'activité. Alors, on ne vous a pas présenté les chiffres sous forme de diaporama, mais ça reste encore très confidentiel, notre activité dans vos établissements ou au profit des personnes handicapées, puisque nous ne pouvons intervenir que depuis fin 2012 et qu'à titre d'exemple, sur l'année 2014, pour environ 75 000 journées d'HAD réalisées dans la région, seules quelques petites centaines de ces journées sont réellement effectuées
pour des patients en établissements sociaux et médico-sociaux. Donc voilà, il va falloir qu'on apprenne à se connaître les uns les autres pour pouvoir mieux travailler ensemble et puis vraiment profiter d'un bénéfice commun. Donc, notre cas, nous n'avions pas mis de prénom, mais nous allons l'appeler Jérôme. On va dire que Jérôme a 34 ans, qu'il vit en foyer médicalisé, qu'il souffre d'une myopathie du chêne de Boulogne. Il souffre d'un escarre du périnée depuis décembre 2013, au moment où on nous appelle en juillet 2014. Donc ça fait 7 mois, et que ce problème n'arrive pas à être résolu. Il est également sous assistance respiratoire et nécessite des séances de kinésithérapie. Le processus. Alors en fait, le processus d'admission, on a des petites coquilles sur le PowerPoint, mais c'est pas grave. Donc début juillet, nous sommes appelés par le médecin de ce foyer qui nous sollicite et qui veut voir si on peut intervenir ou pas. L'évaluation est réalisée par nous. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Jérôme a besoin d'être hospitalisé pour un problème qu'on ne va pas pouvoir nous solutionner puisqu'il y a une intervention. Donc il est convenu qu'à la sortie de l'hospitalisation, nous pourrions prendre le relais, prendre en charge Jérôme au sein du FAM. Donc son hospitalisation se passe. Dans cet intervalle, le 18 juillet, une convention est signée avec l'établissement. Cette convention est extrêmement importante puisqu'elle va permettre de bien définir qui fait quoi, à quel moment, et jusqu'où l'HAD intervient, prend en charge, à quel moment c'est plus adapté, qui va être associé éventuellement aux soins, pour quel type de soins. Le 24 juillet, Jérôme rentre de l'hôpital, il réintègre le foyer, le contact est repris avec l'HAD et nous décidons d'une prise en charge à compter du 29 juillet avec pour mission pour nous de régler son problème de plaie complexe. Le 9 octobre, Jérôme sort d'HAD parce qu'il est transféré dans un autre établissement, mais il sort avec finalement une plaie soignée. Donc 9 semaines plus tard. Une diapo suivante. Donc le plan de soins qui avait été identifié pour Jérôme, il y avait nécessité de prendre en charge les pansements, prendre en charge la douleur, bien entendu. Vous en avez parlé avec beaucoup de simplicité, mais c'est pas si évident que ça d'évaluer la douleur pour quelqu'un qui a du mal à l'exprimer. Jérôme a besoin des soins sur sa trachéotomie, il a besoin de soins courants, de toilettes. Donc il est convenu que l'HAD passe quotidiennement pour la réfection du pansement. Elle passe de façon hebdomadaire, comme l'évoquait Laurent, pour réévaluer la situation, vérifier l'état de la plaie, prendre des photos, ajuster le traitement ou le protocole de soins si nécessaire. L'HAD fournit tous les dispositifs et les éléments qui sont nécessaires au traitement de la plaie. Et l'HAD, pendant cette période, prend en charge l'allocation de l'appareil respiratoire et prend en charge l'activité du kinésithérapeute. Voilà. Alors la collaboration s'est bien passée. Dans la mesure du possible, l'HAD essaie de s'adapter à la vie de Jérôme puisqu'il est à son domicile et qu'il a des activités, soit au sein de son établissement, soit avec sa famille le week-end. Là, en l'occurrence, nous avons décalé notre passage pour pouvoir lui permettre d'aller déjeuner avec la famille, avec les parents. Les pansements ont parfois été réalisés avec l'infirmière de la structure. Alors là, ça fait partie de la collaboration aussi et de la formation réciproque, de la même façon que nous pouvons avoir besoin, nous, du contact avec l'entourage, les moniteurs, les éducateurs, les assistants de vie de la personne handicapée pour apprendre à la connaître, avoir le bon geste, la bonne attitude, la bonne parole, pouvoir l'associer aux soins. De la même façon, on peut nous apporter une petite formation en matière de technicité sur certains soins, sur certains gestes. Et nous avons pu faire intervenir notre stomathérapeute. Alors chaque HAD a ses spécificités et ses compétences associées par voie de convention aux compétences propres. Nous avons à Strasbourg une stomathérapeute qui, dans le cadre de son intervention, a vraiment permis de modifier les protocoles et d'amener des propositions qui ont permis de résoudre beaucoup plus rapidement le problème qu'a rencontré Jérôme. Donc voilà, au final,
en 9 semaines, on a réussi à apporter un vrai bénéfice à ce jeune homme en lui évitant une hospitalisation et des déboires. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sachant que dans cette collaboration que nous avons avec notamment aussi les établissements médico-sociaux et les établissements de handicap, ce qui peut être vécu pour les équipes en place, peut être un sentiment d'abandon de la personne dont elle a la charge, et bien au contraire, et nous nous efforçons à ce moment-là de bien prendre langue avec les équipes, de bien se connaître mutuellement, puisque justement, du coup, nous faisons une équipe pluridisciplinaire, nous sommes une équipe pluridisciplinaire pour évidemment la bonne prise en charge du patient, donc foyer médicalisé, structure de personnes, de prise en charge de personnes handicapées, et bien évidemment l'équipe de l'HAD. Merci pour votre intervention. C'est vrai que l'HAD, c'est quelque chose qui est un peu ancien en Alsace aussi, puisque avec la délégation régionale, nous avions eu des réunions à l'ARS ensemble, je pense, c'était en 2012-2013, donc au moment où ça devenait possible en établissement, et c'est dommage que ça ne prenne pas plus d'essor. Mais je pense que M. Jacob a de nouveau une question. Oui, alors je voudrais d'abord vous féliciter pour le travail que vous faites, mais je voudrais surtout vous dire que, en effet, l'HAD doit fonctionner dans tous les lieux de vie de toutes les personnes, y compris des personnes fragiles. C'est un des moyens les plus formidables d'éviter la rupture de l'accompagnement. Car vivre et être soigné près de ceux que l'on aime, de ceux qu'on a l'habitude de voir, c'est déjà une capacité de plus. Et l'expérience qu'on en a eue avec Romain, qui n'a pas duré 9 semaines, mais beaucoup plus, mais a été absolument extraordinaire, non seulement pour Romain, mais pour tous ceux qui l'aimaient. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'HAD est probablement le meilleur outil pour apprendre à coordonner la notion des soins. Car il est le réceptacle, très fréquemment, de l'ensemble de tous les acteurs qui ont eu raison de choisir l'HAD pour permettre à la personne de continuer à vivre près de ça. Et là, vous avez des indications qui vous viennent de plein de dossiers, et pour en avoir vu un grand nombre, vous avez de temps en temps découvert des choses qu'il fallait changer. Sans ça, on allait droit à la catastrophe. Et je dois dire que l'HAD a joué un rôle extrêmement important dans cette coordination. Ce que je regrette, c'est que les conventions médico-sociales HAD sont totalement insuffisantes. Elles sont insuffisantes parce qu'on n'a pas encore fait les uns et les autres l'effort de cette rencontre. Alors, les endroits où ça a bien fonctionné sont celles où l'ARS a fait une première réunion en donnant la parole à l'HAD et au médico-social pour dire connaissez-vous, rencontrez-vous, parlez ensemble. Et là, on a eu quand même des résultats qui sont significatifs et importants. La dernière notion que je voudrais dire de l'HAD, c'est quand même l'école des bonnes pratiques pour les aidants, pour les professionnels. Et je dois vous dire que les équipes du médico-social sur la part soins ont très souvent, quand elles ont eu la chance d'avoir une HAD dans leur établissement, appris beaucoup de choses. Appris, et une qui est merveilleuse, c'est d'éviter les escarres. Et j'ai vu avec quel talent vous avez eu à cœur d'apprendre à éviter des plis sur un drap, des positions sur un fauteuil, qui ont évité, et grâce à cette action de formation, de bonnes pratiques, vous êtes devenus pour les professionnels,
mais aussi pour les aidants familiaux. Et je pense que cette école de bonne pratique, il faut la faire perdurer et lui donner toute son importance et toute sa force. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je ne sais pas si il y a des établissements médico-sociaux qui n'ont pas encore vu leur HAD pour faire leur convention. Je vous demande tout de suite de le faire. Hein, prenez rendez-vous tout de suite, parce que là, on sera tout de suite dans le concret et on aura encore mieux réussi cette matinée. Merci, Monsieur Jacob.